Je voudrais une fois de plus remercier un peu les organisateurs de cet atelier pour la pertinence du thème, je l'avais dit ce matin, et l'opportunité, parce qu'on vient à peine, je l'ai dit il y a juste un mois, c'était le 25 septembre dernier, que ce document a été approuvé par plus de 150 pays. Pour moi, c'est un engagement fort qui signifie un tournant. Je ne vais pas plus loin pour dire que c'est vrai, les Nations Unies ont été créées, on connaît pourquoi. Il demeure toujours une conscience morale qui, à mon avis, grâce aux opérations de maintien de la paix, est quand même toujours attendue pour la paix dans le monde, et particulièrement là où il y a des problèmes, et particulièrement en Afrique où aujourd'hui c'est un peu le chantier africain qui est à l'ordre du jour. Je ne voudrais pas trop répéter ce qui a été dit, mais au niveau des partenariats, et comme l'intitulé renforcement des partenariats opérationnels sur le terrain, je voudrais parler un peu de partage de rôle et des bonnes pratiques. Le partage de rôle, vous le savez tous, c'est le Conseil de sécurité qui, suite à une situation donnée, s'est réuni et il adopte des résolutions. Par la suite, le secrétariat général prend le relais et on déploie des forces de maintien de la paix dans un environnement donné. Dans cet exercice, ce que moi je note, et je crois qu'il commence à être un tout petit peu rectifié, c'est que le mandat ne se réfère pas à la réalité sur le terrain. Dans la plupart des cas, on prend un mandat, ou on adopte un mandat, mais que pour nous autres, quand il faut la mettre en œuvre sur le terrain, nous remarquons qu'il y a un certain nombre de choses que si elles étaient précédées par un examen assez lucide de ce qui est demandé sur le terrain, peut-être qu'on éviterait certains termes qui sont employés, qui sont interprétés, qui sont relayés et souvent créent des quiproquos à la fin. Et je prends le cas du Mali. Le Mali, tout le monde sait, en 2012, il y a eu cette crise. Au départ, il faut le reconnaître, c'est quand même l'organisation sous-régionale, à savoir la CEDEAO, qui était le premier à agir. Par la suite, l'Union africaine s'est appropriée et il a transmis le dossier au Conseil de sécurité. Une résolution a été prise, une mission a été déployée sur le terrain. Et quand elle est partie sur le terrain, moi, j'ai pris la mission seulement 2 ans après son déploiement. On a commencé à avoir une première difficulté, les attentes des populations ou les attentes des Maliens par rapport au contenu et à la mission de l'opération. Les populations estiment que leur pays a été presque envahi en 2012 par un conglomérat de gens qui n'avaient même pas un objectif commun. Quelques-uns sont des terroristes, d'autres sont de ce qu'ils appellent djihadistes, d'autres des gens qui avaient des revendications sécessionnistes, d'autres peut-être des revendications légitimes à l'intérieur même du Mali. Donc c'est tout un ensemble d'acteurs avec différents objectifs. Et tout ce que la population a retenu, c'est qu'on a envahi son pays. Et c'est donc des terroristes, parce qu'à un moment donné, effectivement, ils ont commencé à faire des pratiques qui ont heurté la population.
Et quand on leur dit que l'ONU prend le dossier et il déploie une mission, c'est vrai, c'est une mission de maintien de paix, pour eux, c'est que les Nations Unies viennent, et comme l'a dit l'ambassadeur ce matin, 15 000 hommes militaires, police, civils se déploient, c'est pour lutter contre le terrorisme. Et puis, patatras, les Nations Unies viennent, ils disent non, nous n'avons pas un mandat de lutte contre le terrorisme. Donc on commence sur une incompréhension déjà dès le départ. Mais vous êtes venus pour faire quoi alors? On essaie d'expliquer que non, le terrorisme ne fait que partie de ce pour lequel c'est bien écrit mission d'intégrer des stabilisations du Mali. Donc, avec ce qui s'est passé en 2012, les défis sont nombreux, dont le terrorisme en fait partie, et qu'il y a une force qui s'appelle Barkhane, qui, elle, a un mandat du Conseil de sécurité aussi, mais qui lutte contre le terrorisme. Là, donc, on est dans une incompréhension. Comment faire pour expliquer comment... Ça, c'est le premier défi auquel se confronte un responsable d'une mission de ce genre. Et comme j'ai dit, face à un péché originel qui était dès le départ, n'a pas été bien expliqué parce qu'effectivement, la situation était telle qu'on ne peut pas attendre, on est obligé de partir. Et donc, on part avec un premier handicap. Et je me rappelle, quand 2 ans après, moi, on m'a appelé pour partir en 2015 pour la mission, dans une déclaration, j'avais dit, je crois que mon premier objectif, c'était de réconcilier les Maliens avec la mission. On ne peut pas dire que tout a été fait, mais au moins, maintenant, il y a une compréhension un peu partagée du rôle de la mission et qu'elle peut faire beaucoup d'autres choses aussi, sans pour autant qu'elle ait pour mandat de lutter uniquement contre le terrorisme, qui est une préoccupation réelle et qu'il faut l'enrayer. Lorsque nous avons aidé à organiser les élections, comme il l'a dit tout à l'heure, nous avons aidé à ce que l'autorité de l'État puisse se déployer vers le nord, aussi accompagner l'armée malienne, parce que si en 2012, il y a eu cette fissure qui a fait que tout le nord a été quand même envahi, c'est qu'il y a une crise au niveau de l'armée. Comment faire pour reconstruire cette armée et puis faire la redéployer et qu'elle joue pleinement son rôle. Ça, c'est quelque chose, donc je parle du pays hôte et par rapport aux membres du Conseil de sécurité. Le deuxième défi, c'est le choix des pays contributeurs de troupes ou de police. Là également, nous l'avons dit ce matin et reconnu, on fait appel à des pays qui ont des troupes disponibles et qui sont prêts à se déployer. Mais les pays n'ont pas la même histoire. Il y a des pays qui connaissent les opérations de maintien de la paix depuis pratiquement 30 ans, 40 ans. D'autres qui viennent à peine de commencer. Comment faire pour qu'ils aient la même efficacité sur le terrain? C'est un problème que nous sommes obligés de gérer, à savoir qu'ils n'ont même pas les mêmes règles opérationnelles, n'ont pas le même type d'équipement, ils n'ont pas le même type de formation. Et les règles de l'ONU, ça il faut le reconnaître, sont très compliquées, très complexes. Donc là, une des premières difficultés que nous gérons sur le terrain, c'est un peu, on déploie un contingent, vous l'affectez pour une mission donnée et il n'arrive pas à faire cette mission. Soit parce que la formation pré-déploiement n'a pas été faite, soit qu'il arrive pas avec l'équipement adéquat, parce qu'on est dans l'extrême nord, par exemple, du Mali, où tu ne peux même pas faire 200 mètres, je ne dis pas kilomètres, sans que tu aies soit sur un véhicule anti-mine, un véhicule blindé, tu ne peux pas. Et quand les gens arrivent, ils n'ont pas ce type de véhicule, évidemment, la conséquence, c'est que
on perd beaucoup de gens et aujourd'hui on est qualifié la mission la plus meurtrière. Est-ce que les contingents ont été informés d'abord de l'environnement dans lequel ils vont se déployer? Est-ce qu'on leur a suffisamment informé du type d'équipement, même l'équipement individuel? Quelquefois, ça manque. Et toi, tu es là, tu gères des hommes, des femmes, et au quotidien, tu en perds. Tu t'adresses au Conseil de sécurité qui a voté la résolution, tu t'adresses au secrétariat qui, elle, t'emploie. Ça interpelle. Tu as, par la suite, plusieurs intervenants sur le terrain. Il y a les forces maliennes qui vous aident à monter en puissance, mais qui sont des forces qui, en même temps qu'elles se forment et s'équipent, doivent aussi opérer sur le terrain parce qu'il y a les défis sécuritaires de leur mission régalienne, il y a les défis de lutte contre le terrorisme, il y a les défis où tous les axes sont minés. Comment tu coordonnes avec eux? Il y a, et j'espère que tout à l'heure le général fera le point sur ça, il y a l'Union européenne qui forme les militaires, mais il les forme sans les équiper, parce qu'on les forme, mais après ils ont un défi d'avoir l'équipement approprié. On a l'opération Barkhane, avec laquelle la MINUSMA a un accord, un mémorandum d'entente, mais elle a une mission de lutte contre le terrorisme. Mais on est sur le terrain, on mutualise notre présence. Quelquefois, nous logeons dans les mêmes camps, même si nous sommes un peu séparés avec des missions distinctes. Nous nous échangeons des informations. Nous nous entraidons mutuellement d'après les textes qui nous régissent, mais avec 2 mandats séparés. Mandat de stabilisation, mandat de lutte contre le terrorisme. Bon, mais quelquefois, on a des acteurs humanitaires qui nous disent, mais en fait, vous, les Nations Unies, vous ne respectez pas ces principes de neutralité parce que vous êtes cologés, colocalisés dans une mission de lutte contre le terrorisme. Et donc, là, vous sortez, vous, Nations Unies, de votre rôle parce que les 3 principes, neutralité, n'utiliser la force que quand on est en légitime défense, accord des parties, vous sortez de ces principes. Comment les résoudre? Je suis obligé de me référer au secrétariat général, je suis obligé de me référer au Conseil de sécurité, mais est-ce que sur le terrain, je ne peux pas voir cette réalité en face? Ça, c'est une difficulté opérationnelle auxquelles nous faisons face au quotidien. Il y a la protection des civils. Je sais que c'est un thème qui vous est cher, Nomi. J'ai mes agences, le PAM, le PNUD d'un moindre degré, mais l'UNICEF, l'UNFPA, qui sont là pour s'occuper des populations. La santé, l'école. Et moi, j'ai mes militaires qui, pour eux, on leur a enseigné les CIMIC, les civilo-militaires. Ils sont obligés de le faire auprès de populations pour être mieux acceptés. J'ai des agences qui disent non, mais ça, c'est notre travail, ce n'est pas votre travail. OK. Comment le résoudre? J'ai les humanitaires qui, eux, veulent intervenir. Ils disent qu'ils n'ont pas besoin des militaires avec des tenues. Non, ils ne veulent pas des escortes. Ils savent que les routes sont minées. Ils me disent non, on va vous donner un certain nombre de routes, il faut les déminer. Et que nous, on veut intervenir. Et quand on veut intervenir, on ne veut pas qu'on nous voit à côté des militaires, des gens en uniforme. Comment faire? Il m'est arrivé dernièrement où il y avait, à cause des conflits intercommunautaires au niveau d'une région qui s'appelle Mopti, au centre du pays, où à cause des conflits communautaires, certains villages se sont vus isolés pratiquement
où la population ne peut ni sortir et personne ne peut y entrer. Et donc, on était face à une famine, pas à une population, 3 ou 4 villages qui étaient encerclés pratiquement, où on était obligé d'imaginer une opération héliportée avec des hélicoptères qui partent descendre de la nourriture. Et j'ai demandé aux gens de Ocha, on me dit non, c'est des avions militaires, ce n'est pas normal, on ne doit pas... Or, il y a un choix entre les gens qui meurent et puis ces gens-là qui sont des humanitaires qui disent non, 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 les Nations Unies utilisent des militaires, nous on ne peut pas... Moi, il t'arrive, bon, toi tu es là-bas, tu as une responsabilité, tu décides des fois. Les ONG écrivent, ah, il a fait une opération comme ça avec des militaires, donc ça sort du cadre humanitaire. Bref, les défis sont nombreux. La responsabilité souvent est engagée. Est-ce qu'on est compris, est-ce qu'on est soutenu? C'est pas toujours le cas. Dans tous les cas, comme je l'avais dit ce matin, pour les populations, pour les pays, tout ça là, c'est votre cuisine. Et ils veulent vraiment quelque chose de concret, de pratique, aider-les à sécuriser le pays, à stabiliser le pays, à réussir cette montée en puissance de l'armée malienne qui, elle, en fait, parce qu'une mission de paix est appelée tôt ou tard à partir. Tout à l'heure, on a parlé de la Côte d'Ivoire, on a parlé du Libéria, qui sont considérés comme de bons exemples où les Nations Unies sont parties, ils ont délivré quelque chose, un mandat, et puis ils sont partis. Je ne voudrais pas faire de propositions, mais j'ai dit que les enjeux sont là. Et dans le partage de responsabilités, il est extrêmement important que les pays contributeurs de troupes qui signent un mémorandum d'entente avec le secrétariat arrivent à respecter cela. Parce qu'il y va de leur performance sur le terrain. Le Conseil de sécurité qui prend les résolutions, il est extrêmement important et je crois que là, l'action pour peacekeeping le dénote bien. Il faut quelque chose de réaliste, un mandat qu'on peut délivrer, mais pas quelque chose de théorique qu'on fait tout simplement et qui, dans la pratique, se révèle avec beaucoup de choses qui ne sont pas applicables. J'en ai posé quelques questions ce matin. Je continue toujours d'en poser parce que moi, je préfère plutôt avoir des contributions pour nous aider, comment protéger les civils, comment être efficace, comment aider le retour de l'administration dans les zones où elle n'est plus là, comment les aider à réussir leur dialogue politique, la mise en œuvre de l'accord qui doit être basé sur la confiance mutuelle. C'est autant d'interrogations et je préfère plutôt m'arrêter à ces interrogations en laissant les autres me compléter et surtout en espérant que le dialogue soit le plus interactif possible, où on a besoin d'avoir, mais aussi expliquer un certain nombre de choses. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Anadif. Merci pour cet état des lieux et tous ces défis. Tous ces défis dont vous parlez, les défis basés sur votre expérience au Mali. Merci d'avoir mis en lumière justement tous les problèmes qui sont liés à la bonne coordination, mais aussi à une communication qui fonctionne, une communication sur quel est le rôle distinct de chacun des acteurs qui intervient dans un même théâtre. C'est à la fois important pour la population et les communautés pour gérer leurs attentes et essayer d'éviter leur frustration envers les acteurs qu'elles voient intervenir dans leur pays. C'est également important pour les partenaires, à la fois les partenaires sécuritaires, les opérations de contre-terrorisme également, mais aussi les humanitaires avec qui on fait de la protection des civils dans une approche intégrée. Donc voilà, je pense qu'on peut transitionner directement au général Oumar Bikimo. Justement, vous êtes le chef d'état-major adjoint de la force du G5 Sahel. Pardon ? Voilà, excusez-moi. Et du coup, je vais vous laisser. Voilà,